Na gode ni ma sosai. Hankun ka tuna cewa ina iya yi muku wani rana. Yau an ka ce wani abu matsala ta taso har da mu sai ta taba mu mushani saboda in akwai matsala mu da kanmu aikin namu bai yi. Kenan wannan ba ma sai ku roƙe ni ba. Ni ma ina da wannan matsala ba ta ku kaɗai ba har da ni mushen tatis. Don har da ni wannan matsalan ta shahe mu duka. Matsalan mu ne mu duka mu. Gashi nan aiki ya gama. Allah ya bada sa'a. Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga, marcher sur l'eau parce que le sous-sol de ce village et de cette région du Niger regorge pourtant d'eau, d'où l'idée et la nécessité des forages. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Aïssa Maïga est toujours avec nous. Rebonsoir Aïssa Maïga. Et bonsoir Aïssa Maïga. Moi j'avais une question sur la forme que vous avez choisie pour traiter la problématique de l'accès à l'eau en Afrique. Le film documentaire, c'est le meilleur vecteur pour vous, pour raconter son époque, bien mieux qu'un reportage journalistique, une pétition ou autre. C'était le bon vecteur. Oui, pour moi, c'était une manière d'entrer dans le réel, d'entrer dans la réalité de ces personnes et d'une manière sensible, avec mon regard, avec mon bagage culturel qui est issu aussi d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai le sentiment qu'en montrant la réalité, mais en montrant également de la poésie, en montrant la poésie des paysages, en montrant la poésie des visages, en montrant cette dignité-là, les gens sont debout, ils prennent soin d'eux. J'ai le sentiment qu'on est à même de toucher à la fois le cœur et l'esprit des spectateurs. Pas de voix off, pas de commentaires, c'est du documentaire brut. Alors c'est justement une question que j'ai écartée tout de suite. Je ne voulais pas être dans un regard extérieur, je voulais raconter cette histoire de l'intérieur, d'où le choix de ne pas mettre de voix off, de ne pas délivrer d'informations sur, voilà, avec des chiffres sur la question de l'eau dans le monde, mais d'être vraiment au cœur du quotidien et au cœur des relations, qu'on soit ému, qu'on soit touché. D'ailleurs, il y a un côté fiction, je trouve, Nicolas, vous l'avez vu aussi, un côté fiction. J'allais y venir, l'instituteur, c'est un acteur quasiment, quoi. J'allais y venir parce que justement, je me suis servi, moi je suis actrice, donc depuis longtemps, et je me suis servi vraiment des outils de la fiction que je connais bien à travers mon métier de comédienne pour ce documentaire. Donc on est dans le réel et parfois je me suis autorisée une forme de mise en scène de cette réalité-là pour la restituer encore mieux à travers l'émotion, à travers la dramaturgie et à travers les personnes elles-mêmes qui sont dans le film. Et je voulais souligner que votre film a déjà reçu une récompense, c'était au Festival panafricain FESPACO à Ouagadougou. Oui. Deux au FESPACO, pardon. Deux récompenses. Ben voilà. Oui, j'ai le prix de l'UEMOA aussi et les talons d'argent. Alors cette année, vous avez aussi co-réalisé le film Regard Noir avec Isabelle Simeoni, film qui explore la représentation des hommes et femmes noirs au cinéma. Et souvenez-vous de cette image en 2018 au Festival de Cannes. Vous étiez plusieurs actrices à vous rassembler sur les marches pour protester contre la sous-représentation, voire l'invisibilité des personnes noires au cinéma. 3 ans après, est-ce que la situation a changé, a évolué selon vous ? Le contexte a changé. Le mouvement MeToo qui existait déjà avant qu'on fasse ce livre « Noir n'est pas mon métier » continue d'irriguer les conversations dans les médias notamment. Il y a le collectif 50-50 dont je fais partie qui fait un travail et depuis longtemps sur la question de la parité dans le cinéma. Il y a certaines décisions à titre individuel qui ont été prises, des metteurs en scène, des producteurs qui se sont saisis de cette question-là à travers les castings qu'ils ont proposés dans les films, à travers les projets eux-mêmes qu'ils ont financés. Après, ce que je ne vois pas, ce sont de grandes décisions. De grandes décisions d'ordre politique qui viseraient à rétablir un petit peu d'égalité, notamment dans les endroits de décision, dans les endroits de pouvoir. C'est ce que vous demandez qu'il faut aller plus loin, mais ça serait sous quelle forme par exemple ? Alors je pense qu'il suffit parfois de regarder tout simplement l'organigramme d'une société, l'organigramme des grands groupes de télévision. Et de se dire que peut-être dans les endroits où il y a du pouvoir, effectivement il faut de la parité, ça plus personne quasiment ne le discute, mais qu'il faut aussi injecter, pas forcément avec des quotas, pourquoi pas les quotas, mais c'est pas la seule voie, injecter de la diversité, injecter des profils différents. Ça peut se jouer également sur la ligne éditoriale, quelles histoires on va raconter, ou sur qui va être derrière la caméra. Encore une fois, sur la parité, ça avance. On a des mesures, notamment avec le collectif 50-50, avec ce qui a été initié avec le CNC, des bonus financiers, 15% de bonus financiers quand les chefs de poste, en partie, sont des femmes. Peut-être
qu'on peut inciter financièrement sur les projets à plus de diversité ethnique dans un pays métissé comme la France. 2 questions rapides liées à l'actualité culturelle. Le 30 novembre, Joséphine Baker sera inhumée au Panthéon. Un mot sur le destin extraordinaire de cette grande figure française. C'est une source d'inspiration pour vous, Aïssa Maïga, ou pas? J'ai jamais été spécialement inspirée à titre personnel par Joséphine Baker, peut-être parce que c'est un personnage que je connais finalement pas si bien que ça, mais je pense que c'est important de rendre hommage à une figure de la modernité, une femme qui, c'était une femme de spectacle en premier lieu, mais ensuite ça a été une grande résistante, ça a été une militante antiraciste, et une femme d'envergure comme ça, je pense, a tout à fait sa place au Panthéon, et surtout ça raconte qu'aujourd'hui on commence à poser un regard différent, et qu'on va peut-être pouvoir réhabiliter certaines figures historiques françaises oubliées qui ont marqué la nation et qui ne sont pas blanches. Il nous reste 30 secondes, Aïssa Maïga, pour un autre fait d'actualité où là aussi on change notre regard. Ça concerne bien entendu la France qui a restitué les œuvres d'art au Bénin. Elles avaient été pillées, on le rappelle, lors de l'exposition, lors de l'époque coloniale. On imagine que vous saluez cette décision de la France. C'est une décision qui va dans le sens de l'histoire. C'est une décision qu'on attendait depuis longtemps. C'est une décision qui est importante du point de vue symbolique. Et en même temps, c'est une décision qui concerne 26 ou 27 œuvres sur, je crois, 70 000. Mais ça va en appeler d'autres sans doute. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas s'en tenir uniquement au symbole, mais aller au bout d'un geste qui est positif et qui va dans le sens de la réparation mémorielle. Il faut la volonté des chefs d'État. On a vu toute celle de Patrice Talon, la détermination depuis des années pour qu'elle revienne. Merci Nicolas. Merci à vous Aïssa Maïga. Marcher sur l'eau, sorti aujourd'hui en France, Belgique peut-être, non pas alors encore, en France aujourd'hui, dans 2 jours, dans 15 pays africains, c'est une grande fierté, car c'est la première fois qu'un documentaire va apparaître sur autant d'écrans. 15 pays et ça fait 30 écrans au total. Et le 12 janvier en Belgique. Voilà, et on attend de connaître la suite. Tout le monde à aller le voir, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du sel, notamment à travers le terrorisme. Et franchement, ça permet de voir effectivement cette histoire à échelle humaine. Merci à vous, merci Nicolas.